Salut à tous, bienvenue dans ce Face à Pierrot du 3 février 2025. La première question de la semaine est de Arkman07. Est-ce que la recette Luis Enrique commence à prendre forme ou c'est juste passager vu ce que l'on voit au PSG depuis le début de l'année? Comment l'expliquez-vous? Êtes-vous confiant pour la suite, notamment en Champions League? Il faut reconnaître que depuis le match à Salzbourg, qui était un match effectivement très facile, mais qui avait été bien maîtrisé par le PSG, il y a un progrès. Le PSG vient de marquer beaucoup de buts sur ses derniers matchs. 4 contre Manchester City, 4 à Stuttgart, 5 à Brest. Alors, à chaque fois contre des équipes qui n'ont pas fermé le jeu. Ça, c'est quelque chose à noter parce que lorsqu'ils ont joué contre Reims, ils ont concédé le nul parce qu'ils sont tombés sur un porc-épic. Mais on note quand même d'abord que le fait de replacer Dembélé dans l'axe apporte à cette équipe l'efficacité qui lui manquait. Je pense que l'éclosion de Désiré Doué est aussi importante parce que même s'il marque pas encore beaucoup de buts, il est quand même souvent très influent dans le jeu offensif. Barcola revient très bien et a des vraies stats depuis quelques semaines. Donc voilà. Et puis je pense que le jeu offensif du PSG a quand même pris une autre tournure. Je vois une équipe qui joue de façon plus directe, qui accumule plus les grandes transversales, qui prend plus de risques dans la dernière passe. Et ça, je pense que c'est aussi une question de personnalité. Je pense que Désiré Doué, par exemple, prend beaucoup plus de risques avec la balle qu'un Kangli qui joue 90% de ses ballons vers l'arrière. Ce qui m'énerve, celui-là. Donc voilà, je pense que le PSG est en forme. Je pense que les joueurs offensifs du PSG sont en forme et que voilà, c'est important. Maintenant, est-ce que ça va être déterminant pour la Ligue des Champions? Je pense que ce sera largement suffisant pour éliminer Brest. Après, évidemment, ce sera Liverpool ou le Barça et ce sera un autre morceau. Suisse me dit: penses-tu que Paris puisse rivaliser sérieusement avec des équipes comme Liverpool ou Madrid, Barcelone? La victoire contre City n'était finalement pas une si grande victoire, vu l'état actuel de l'équipe, gagner contre Brest, Reims, etc. Tu me mets le doute. C'est ce que je disais la semaine dernière, c'est que de toute façon, dès que le PSG gagne, pour beaucoup, c'est parce que l'adversaire était nul. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que quand ils gagnent pas, c'est un scandale avec tout le pognon qu'ils ont, et quand ils gagnent, forcément l'adversaire était nul. Donc je trouve ça un petit peu injuste. Est-ce que Paris peut rivaliser avec des équipes comme Liverpool, je ne crois pas. Barcelone est capable de fulgurance de très très haut niveau, mais aussi capable de passer au travers sur certains matchs. On l'a vu, ils ont fait beaucoup de grandes victoires qui ont marqué les esprits. Les deux contre le Real, ils en ont mis 4 au Bayern, et pourtant ils sont à 4 points du Real dans la Liga. Donc ça veut dire ils ont déjà perdu 5 fois, par exemple, Barcelone. Donc c'est pas une équipe extrêmement régulière. Madrid a quand même des problèmes extrêmement compliqués sur le plan défensif. Je pense que le PSG peut de nouveau figurer parmi les outsiders sérieux de cette Ligue des Champions. Maintenant, on sait que en huitième de finale, ils ont face à eux un très gros adversaire, et que là, pour le coup, une qualification serait un vrai exploit. Alors, Benjamin Meunier me dit: peut-on être déçu du tirage au sort de la Ligue des Champions, ou doit-on au contraire se satisfaire d'avoir assurément au moins 2 clubs français au tour suivant? Si 2 clubs français se retrouvent face à face, c'est aussi parce que leur classement à l'arrivée fait que, voilà, c'est cette nouvelle formule qu'encore une fois je déteste, parfaitement injuste à bien des points. Encore une fois, je le dis et je le répète, le PSG a eu 8 matchs beaucoup plus difficiles que Brest, par exemple, et qu'en plus tu puisses te retrouver en huitième de finale contre une équipe que tu as joué dans tes phases de poule, comme Monaco ou Benfica,
ou que tu te retrouves dans des équipes d'un même pays. Alors ça voudrait dire effectivement qu'il y aurait un tirage au sort encore plus dirigé. Enfin, je trouve que voilà. Alors effectivement, c'est la première année, peut-être que ça tâtonne encore un peu. Voilà, parce qu'on s'aperçoit en fait que finalement toutes les grosses équipes sont passées, même Manchester City a fini par s'en sortir. Donc voilà. Alors effectivement, bon. Après, se retrouver dans un match à élimination directe avec une équipe du même pays que toi, bah, c'est un problème de riche. Hein. El Simmat me dit « Difficile de supporter Reims et surtout Jean-Pierre Caillot qui n'a aucune ambition pour son club depuis des années en jouant petit, aussi fort pour trouver des pépites que pour les revendre dans la foulée et ainsi affaiblir l'équipe. À force de jouer avec le feu, je crains la descente. Qu'en penses-tu » Je pense que tout le monde sait ce que je pense de Jean-Pierre Caillot. Hein. Je me rappelle que c'est l'homme qui m'avait averti. Je me rappelle, j'étais en janvier, j'avais une réunion avec M6, puisque l'année où j'étais à Reims, je débutais sur 100% foot. Et M6 avait obtenu les droits de la Coupe du Monde en Allemagne. Et donc, je suis en réunion à M6 et Caillot m'appelle en me disant j'ai vendu Heinzmann, qui était notre avant-centre, à Valenciennes pour 100 000 euros. Et à ce moment-là, on était 6e. On venait de battre Caen 3-0 à la maison. Et je dis ouais, mais bon, Jean-Pierre, mais l'ambition sportive. Et il me répond, bah oui, mais ça me coûte trop cher en prime. Ah, j'ai dit, ah ok. Et en plus, c'était à moi de communiquer sur ça, quoi. Donc pour avoir pratiqué le bonhomme au quotidien pendant une saison, je sais comment il est. Alors après, il a effectivement le grand mérite, comme Kita, comme Nicolas. On sait que c'est lui qui a payé les salaires de décembre de sa poche parce que il n'y avait plus d'argent dans les caisses, qui a évidemment entraîné la vente d'Agbadou. Mais bon, la vente d'Agbadou, on le voit, sur le plan défensif, ça plombe totalement cette équipe de Reims qui en plus n'a pas de talent offensif. Hein. C'est sûr que les années et Titiqué, Balogun sont loin derrière et qu'à force de vendre tout le temps ses meilleurs joueurs, là on parle peut-être de Mounetsi à Wolverhampton, à force de vendre tous ces joueurs, forcément l'équipe va commencer à être en difficulté. Alors je pense qu'Elsner va prendre la lourde peut-être dans la journée ou dans la semaine. Reims n'a pas vraiment d'argent, Reims n'a pas un soutien populaire extraordinaire non plus. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Yvous me dit « Le stade du Groupama Stadium ne reçoit pas souvent de matchs de rugby ou autre. Qu'est-ce qui peut raisonnablement expliquer l'état catastrophique d'une pelouse qui ne sert qu'à l'OL ? Et plus généralement, pourquoi tant de pelouses de niveau moyen en France ? Il y a un métier qui s'appelle jardinier. Il y a des clubs qui considèrent ça avec passion et qui investissent du budget là-dedans. Alors évidemment, on va me prendre l'exemple du PSG avec Calderwood, mais bon, c'est plus de 2 millions d'euros par an le budget pelouse du PSG. Ça doit être même plus maintenant avec le centre d'entraînement de Poissy. Mais c'est pas vraiment un bon exemple. Je sais que, par exemple, Guingamp avait confié la gestion de sa pelouse à un ancien pro du club et que la pelouse à Guingamp, elle est magnifique. Et je pense pas que Guingamp mette 2 millions d'euros dans sa pelouse. Donc déjà, il y a une volonté qui est parfois municipale, puisque les clubs appartiennent en général à des municipalités. On voit, comment dirais-je, par exemple à Nice, que l'état de la pelouse est lamentable. On voit qu'à Lyon, c'est compliqué. Alors évidemment, il y a toujours l'explication d'un hiver un peu rude, machin. Mais bon, une pelouse, ça s'entretient. Après, c'est des stades qui sont très grands, où la pelouse voit peut-être pas toujours la lumière. Donc, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a un manque de bonne volonté, d'investissement des clubs. Ça, c'est une évidence. Et il me semblait aussi que la Ligue était beaucoup plus regardante sur l'état des pelouses il y a quelques saisons qu'en ce moment. Pépito me dit Kolo Muani qui s'amuse depuis son arrivée à la Juve. Pour vous, le problème était la relation qu'il avait avec Luis Enrique, ou alors ce joueur se mettait trop la pression pour réussir en France. Je suis pas surpris que Kolo Muani soit performant parce que Kolo Muani, on l'a vu avec les Bleus. Avec les Bleus, il avait une efficacité tout à fait de bonne aloi.
Donc je suis pas surpris. Je veux dire, de toute façon au PSG, il risquait pas de marquer les buts puisqu'il jouait jamais. À la fin, il jouait même plus du tout. Il avait même plus droit à quelques minutes à la fin du match. Après, c'est vrai que quand il a eu sa chance au PSG, il a pas été bon. Faut aussi reconnaître les choses. Mais je pense qu'il a dû sentir que comment dirais-je, que bonjour. Il a dû sentir que il n'avait pas la confiance de Luis Enrique et c'est compliqué pour un attaquant de se débrouiller avec ça. Kolo Muani, Luis Enrique, c'est un mariage qui n'a pas fonctionné et ça veut pas dire que Kolo Muani va échouer partout. Le style de jeu du PSG ne convenait évidemment pas à ses qualités, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir reconnaître. Mais voilà, moi je suis très content pour lui qui performe. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France parce que faut se souvenir de l'équipe de France il y a quelques mois où Dembélé était pas bon, Barcola commençait sa chute, Mbappé était pas là, Kolo Muani jouait pas au PSG et là tout le monde joue, tout le monde marque des buts, tout le monde a l'air heureux. Donc on peut espérer qu'on aura une attaque de flamboyante avec les Bleus la prochaine fois. Pépito me dit « L'OL n'a plus gagné depuis un triste match face à Montpellier début janvier. On parle souvent que cela coïncide avec le mercato, mais est-ce que l'interview de Textor sur RMC n'y est pas pour quelque chose aussi ?» Je pense que c'est surtout la décision de Textor de se séparer de Pierre Sage qui a été mal comprise, et encore, quand je dis mal comprise, c'est un euphémisme, par les supporters, par le groupe, et que visiblement Fonseca arrive quand même dans un bourbier, dans une équipe qui avait déjà des défauts avec Pierre Sage, notamment sur le plan défensif. C'est vrai qu'on a vu une équipe de Lyon qui a totalement explosé sur le plan défensif à Marseille en deuxième période, alors qu'ils avaient ouvert le score et qu'ils avaient égalisé, donc ils ont été quand même 2 fois en situation de prendre des points dans ce match, et ils repartent bredouille, et ça fait longtemps qu'ils gagnent plus. Il y a énormément de problèmes dans cette équipe, hein. Lacazette est l'ombre de lui-même, et Mikotadze n'est pour l'instant absolument pas une solution viable. Bon, c'est vrai que Fofana est blessé, parce que Nouama, pour moi c'est un poulet sans tête, hein, voilà. Cherki peut pas non plus tout faire, même s'il aimerait bien, mais il peut pas tout faire. Bon, il y a Tolisso qui est à un super haut niveau, mais bon, ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Et c'est sûr que cette période de mercato, qui, Dieu merci, pour eux, s'arrête aujourd'hui, et va peut-être marquer la fin de l'instabilité du groupe. Ça va faire du bien au club, et puis là Fonseca va avoir une semaine pour travailler, mais c'est compliqué, quoi. Jackie Boy me dit John Durant qui quitte Aston Villa pour l'Arabie contre 70 millions, alors que avec son talent, des grands clubs lui auraient fait des offres l'été prochain. Comprenez-vous ce choix vraiment bizarre? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va falloir qu'on admette aujourd'hui que l'Arabie Saoudite est une option pour des joueurs de moins de 30 ans, voire même de moins de 25 ans. L'attrait financier de ces clubs peut être déterminant pour certains joueurs et certains clubs, parce que Aston Villa l'a aussi vendu très cher. C'est dommage. Je pense que John Durant va peut-être faire 2 ans là-bas et puis qu'il reviendra dans un club européen. La hype en même temps d'Arabie Saoudite me semble un petit peu décroître. Les clubs saoudiens sont obligés de mettre des sommes absolument folles ou de proposer, je sais plus, 1 milliard d'euros de salaire à Vinicius pour essayer de les convaincre. Je pense que c'est un système qui va bientôt s'arrêter de lui-même.